Merci. Un appel donc est lancé aux intervenants socio-judiciaires, autant par Angélique Etzig que par Maître Goutz et Maître Tessier. Certainement avez-vous envie de réagir? On s'accorde 5 minutes d'échange. Oui, bonjour, Hervé Lannes, chef de service à la CJM en Normandie. J'interviens sur 2 antennes, donc quelques juridictions, depuis une vingtaine d'années, donc un petit peu de recul. Je trouve assez révélateur depuis ce matin, on parle beaucoup de l'enquête sociale rapide dans le cadre de la POP, dans le cadre d'une procédure urgente, où on n'a pas 1h30, rarement, où matériellement la vérification n'est pas toujours possible, parce que sur le temps de midi, parce qu'on appelle et au bout du fil, il n'y a personne. Donc la question de la qualité de l'enquête sociale rapide, pour moi, elle renvoie aux moyens qu'on va avoir à disposition. Pour moi, l'objectif de cette loi, ça passe par des rencontres avec le justiciable bien en amont des audiences, qu'on sorte de cette logique du déferment et de l'enquête sociale rapide, qui pour moi est une enquête sociale rapide. Si on change le nom, ça veut dire qu'on aura d'autres moyens pour le faire. Dans la pratique, la question de la comparution immédiate, c'est aussi le profil des justiciables. Et du coup, quel intérêt d'une enquête sociale rapide, hormis l'aspect légal, pour quelqu'un qui a un casier judiciaire avec X mentions, qui est sorti il y a un mois de sa 10e incarcération et qui nous dit bon, de toute façon, je vais monter. Et le parquet nous dit cherchez pas d'hébergement puisque de toute façon, on l'a déjà trouvé. Alors, comment dire aux collègues faites bien votre travail, faites comme si de rien n'était, au cas où il y aura un renvoi, avec ce contexte-là. Et dernière remarque, enfin non, j'en ai encore plein d'autres en fait, mais les rares enquêtes sociales rapides qu'on a pu effectuer sur certaines juridictions dans le cadre d'audiences correctionnelles classiques, c'est ce qu'on appelait, nous, les ESR-CEA, pour des gens qui venaient en conduite alcoolémie. Ce qui veut dire qu'on n'avait pas d'enquête sociale rapide pour des violences délictuelles. On n'avait pas d'enquête sociale rapide pour des agressions sexuelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pu se cantonner aussi à des infractions objectivement peu graves, où là, on avait une enquête sociale rapide. Donc, mais voilà, l'égalité des justiciables, de ce point de vue-là, peut se poser. Sur la question des préconisations, ici ou là, on a des magistrats qui nous demandent de ne pas préconiser de manière précise pour ne pas empiéter sur le travail du juge. Donc effectivement, on a des formules un peu alambiquées, donc on évite suivi socio-judiciaire pour notre service, mais on parle d'accompagnement socio-éducatif, de mesures socio-éducatives. Parce que SME, il ne faut pas l'écrire, à la demande de magistrats locaux, ici ou là. Donc voilà, ça pose quand même beaucoup de questions. Et puis derrière, je pense que ça pose vraiment des questions de moyens. Donc effectivement, on commence à réfléchir localement. Pour moi, voilà, l'enquête sociale rapide, si on veut lui donner du sens, ce sera de rencontrer les justiciables, peut-être convoqués par OPJ devant notre service un mois avant l'audience, où là, on aura effectivement 1h30 à consacrer. Pas forcément one shot, mais une bonne demi-heure d'entretien. Et puis, on prendra le temps de passer des vérifications, on passera le temps de rédiger une synthèse digne de ce nom, ce qui est réellement pas le cas le plus souvent dans le cadre de la permanence d'orientation pénale, qui pour le coup n'en est pas vraiment une en termes d'orientation. Par contre, je vous rejoins, madame, sur l'intérêt de l'ESR dans le cadre des JLD, y compris lorsqu'elle est demandée hors disposition légale, parce que là, effectivement, on sent qu'il y a un enjeu derrière. Merci. Un mot peut-être de réponse. Effectivement, je crois qu'on est tous conscients que l'enquête sociale rapide, dans le cadre de la comparution immédiate et les autres, ça ne sera jamais la même chose et que vous aurez beaucoup plus de temps de réflexion, de vérification pour les enquêtes qui sont prononcées hors comparution immédiate, qui sont ordonnées hors comparution immédiate. On a beaucoup parlé ce matin effectivement de la comparution immédiate parce que c'est quand même le sujet essentiel et c'est aussi quand même là qu'il y a beaucoup de mandats de dépôt et de peines de prison ferme avec mandat de dépôt. Donc je crois que c'est quand même là-dessus qu'il faut travailler essentiellement. Les moyens, il y a des limites procédurales qui font que le temps est limité puisque le déferment est en général proche de l'audience et qu'effectivement
C'est très compliqué de vous donner 2 heures pour chaque individu qui est déféré. Quand il y a dans les grosses juridictions 10 ou 15 personnes qui sont déférées dans la matinée, il est évident que vous ne pouvez pas leur consacrer un temps infini. Mais je pense qu'effectivement, il faut réfléchir collectivement sur cette exigence de qualité et d'approfondissement que la loi a. Et la fédération va devoir peser de tout son poids, je dirais, pour obtenir des garanties, des moyens supplémentaires financiers sur ce point. Je voulais dire un autre mot sur votre intervention, et puis ça m'échappe. Oui, parce que c'était très riche, c'est parti dans tous les sens aussi. Donc on était. Moi, juste un point, mais qui est, vous pouvez trouver ça naïf ou vous me reprocherez jamais que ça soit humaniste, mais vous trouverez peut-être ça naïf. C'est que quand vous intervenez dans un cadre d'urgence, on ne sait jamais quelle information peut être livrée à partir du moment où la personne qui se livre à vous, elle a confiance en vous. Parce qu'on arrive, la personne qui est en garde à vue, qui va passer en comparution immédiate, déférée comparution immédiate, elle est dans un état de stress quand ils ne sont pas évidemment rompus et qu'ils n'ont pas pris une carte d'abonnement à ce type de procédure. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est tel état de stress, s'ils vous font confiance, ils sont capables de livrer des informations qui peut-être à un moment donné a échappé ou peut-être avaient besoin de se révéler à cet instant. Ne serait-ce que ça peut humainement avoir un intérêt réel, quoi. 3 prises de parole se sont signalées dans la salle. Je vous demanderai des interventions courtes de façon à ce qu'on puisse à la fois donner la parole au plus grand nombre et que l'on puisse effectivement écouter les réponses qui nous sont faites. Oui, la question de la tarification a été évoquée, mais c'est vrai que dans certaines juridictions, en plus de cette question essentielle, il y a des questions de matériel, hein, c'est tout bête. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des juridictions comme Bobigny où on n'a même pas de locaux parfois pour mener des entretiens, où on perd des heures et des heures de salariat. Mais je voulais faire une observation sur la vie de la personne, parce que c'est vrai que ça peut être important par rapport à la question de l'aménagement des peines, notamment par rapport à la DDSE. La DAP a proposé un modèle d'enquête sociale rapide, pour tout le territoire d'ailleurs. Et il faut reconnaître qu'il y a une rubrique qui est assez bien vue, qui indique si la culpabilité devait être établie et une peine d'emprisonnement prononcée, ou si la détention provisoire devait être requise, la personne souhaiterait-elle un aménagement de cette peine ou une alternative à l'incarcération. Je trouve que c'est bien formulé et du coup, les associations peuvent être un peu moins gênées que si on devait directement demander l'avis sans prendre ces précautions, auquel cas on suppose que la personne se considère déjà coupable et condamnable. Ça me permet de répondre au point précédent, effectivement, sur la question de vos conclusions. Et je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai des collègues qui sont très réticents, effectivement, à ce que l'association s'engage dans une préconisation. Je crois que ce projet qui émane de la DAP elle-même va mettre fin, j'espère, à ces réticences, je dirais, à ces frilosités. Puisqu'effectivement, si c'est un formulaire, même si on l'adapte un peu localement, qui est diffusé nationalement par le ministère, tout le monde y sera soumis. Et ça évitera enfin ces débats sur la question de la place et jusqu'où peut aller l'enquêteur de personnalité. J'aurais plusieurs questions. Je constate qu'au cours de cette réunion, aucun magistrat du ministère public apparemment n'intervient. Donc je vais me permettre d'intervenir, non pas sur une intervention longue, mais à partir de 5 questions. La première, Madame la Présidente de la Chambre correctionnelle de Versailles, c'est la question que je posais tout à l'heure. Quelle est la cible que nous visons pour ces enquêtes de personnalité, enquêtes sociales rapides ou autres? Je crois que ça a été dit à plusieurs reprises. Je ne suis pas certain que dans la volonté du législateur de limiter les courtes peines d'emprisonnement, dans la volonté du législateur d'une réappropriation par le juge correctionnel de la décision sur la peine, l'objectif principal soit la comparution immédiate. Ça a été dit de manière très pragmatique. C'est vrai que la plupart du temps, quand le ministère public, quand le parquet envisage un déferment d'une personne qui est sortie 15 jours plus tôt de la maison d'arrêt après y avoir passé 3 mois, 6 mois et recommet des faits, c'est vrai que la pertinence de l'enquête sociale rapide est quand même relativement limitée. Nous avons évoqué ce sujet en commission régionale d'exécution et d'application des peines.
où j'avais invité à la fois la directrice des affaires criminelles et le directeur de l'administration pénitentiaire. La première réaction d'un procureur de la République, ça a été de dire, mais quand je décide ou quand mes collègues décident d'un déferrement, vous savez, ce n'est pas une décision qu'on a prise au hasard, comme ça, en disant on verra bien. C'est vrai qu'on est dans une région parfois où j'ai été procureur de la République à Évry, je vois aujourd'hui les parquets de Strasbourg et de Mulhouse. On n'est pas face à de la délinquance gentille auquel on va forcément éviter une incarcération. Je crois que notre cible, et c'est ça je crois qu'il faut vraiment regarder avec force, notre cible, c'est les personnes que l'on va convoquer en convocation par OPJ ou en CPPV. Et je crois que c'est là où véritablement il y a un travail tout à fait considérable à faire. J'ai fait un décompte là aussi. Strasbourg, 74% des peines d'emprisonnement prononcées sont des peines de moins de 6 mois. Et dans le même temps, je constate que les peines d'emprisonnement ferme prononcées en comparution immédiate sont au nombre de 767, mais que le nombre de peines d'emprisonnement ferme prononcées en convocation par OPJ sont de 933. Donc il y a beaucoup plus de peines d'emprisonnement prononcées en COPJ qu'en comparution immédiate. J'ai envie de dire, serait-il imaginable de faire des enquêtes sociales rapides, précisément parce que la loi le prévoit dans le cadre des comparutions immédiates dès lors que l'on envisage de requérir un mandat de dépôt, bref, et qu'on examine de manière beaucoup plus approfondie la question de l'article 41 où le procureur de la République peut, et non pas doit, ordonner une enquête sociale rapide quand il envisage précisément quand il ne sait pas exactement d'ailleurs ce qu'il va requérir à l'audience de la convocation par OPJ, de la CRPC, pour laquelle je note d'ailleurs qu'on a autorisé à prononcer des peines d'emprisonnement plus importantes, alors qu'à mon sens, on aurait pu faire exactement l'inverse, c'est-à-dire interdire les peines d'emprisonnement en CRPC, et du coup, avoir, à partir d'une enquête sociale rapide, avoir un travail approfondi et lier le débat beaucoup plus sur la peine que sur la culpabilité dans le cadre de la comparution immédiate. Excusez-moi, je suis un peu long, mais je pense que ce sont des éléments extrêmement importants. Je vous réponds peut-être tout de suite si vous avez d'autres questions, parce que ce sera peut-être plus facile. Moi, je souscris alors complètement à votre idée, mais c'est dans les mains des parquets, effectivement. Et c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, j'aimerais bien que les présidents de correctionnels aient la possibilité d'utiliser l'article 41 et d'ordonner des enquêtes sociales rapides, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le code ne le prévoit pas et donc il n'y a pas de paiement ensuite pour l'association. C'est aussi bête que ça. Et donc moi je pense qu'effectivement en COPJ, je suis d'accord avec vous, en plus les gens ne sont pas toujours assistés d'un avocat qui a pu faire ce travail de réunion des éléments et d'analyse de la situation. Après, ça pose un problème de masse, je dirais, d'enquête sociale rapide. Voilà, s'il faut que les associations réalisent, je ne sais pas, 600, 700, 800 enquêtes sociales rapides, ça va considérablement changer la donne. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on manque beaucoup de renseignements sur ces plus petits dossiers, je dirais, entre guillemets, de COPJ. Ma deuxième réflexion, elle porte sur l'intervention que vous avez faite tout à l'heure et qui est parfaitement exacte. C'est qu'il est beaucoup plus facile de prononcer un mandat de dépôt que de décider d'un travail d'intérêt général et même d'une DDSE. J'avoue que ce qui me surprend dans la loi, c'est une des seules peines que l'on ne peut pas prononcer avec exécution provisoire. C'est-à-dire qu'on va se trouver dans cette situation, à mon sens, dommageable, que lorsque l'on est en comparution immédiate, eh bien, on pourra prononcer un mandat de dépôt pour que la personne soit incarcérée, mais que si on veut que la personne soit condamnée uniquement à de la détention sur surveillance électronique, il faut à ce moment-là passer par un emprisonnement et un aménagement de peine, mais pas la peine de DDSE. J'avoue que je ne sais pas si c'est une lacune de la loi ou si c'est une volonté, mais je trouve regrettable parce que le travail d'intérêt général peut être prononcé avec exécution provisoire, la confiscation peut être, toutes les peines alternatives peuvent l'être, sauf la détention sous surveillance électronique. Ce que je regrette parce qu'il aurait été, me semble-t-il, extrêmement pertinent qu'à la sortie de l'audience, on puisse avoir, à partir évidemment d'éléments de renseignement fiables et intéressants,
pouvoir placer quelqu'un immédiatement en détention sous surveillance électronique dans une période, il faut l'accepter, c'est comme ça, où on souhaite avoir des réponses rapides, efficientes et réalisables. Je crois que le juge correctionnel s'emparerait plus de cette mesure s'il avait la certitude que précisément à la sortie, il y a cette exécution. Je pense que ça pose peut-être des problèmes techniques. Peut-être que monsieur le directeur interrégional a des éléments de réponse là-dessus. C'est vrai que c'est assez compliqué de poser un bracelet à la sortie de l'audience, pour l'instant. On y viendra peut-être, ça pourrait être une solution, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toujours un petit décalage entre la décision, même si on fait une peine d'emprisonnement, un mandat de dépôt, un aménagement en bracelet électronique à l'audience, le bracelet ne va pas être posé tout de suite. Il y aura quelques jours de délai, je dirais, pour que l'administration pénitentiaire procède à la pause. Mais je pense que c'est tout à fait des choses qui pourront se résoudre à l'avenir dans l'application de cette loi, je dirais. On me demande d'être rapide, donc je vais faire mes 3 dernières interventions, questions, comme vous voulez. La première, c'est vrai que c'est la question de la vérification, c'est-à-dire que les enquêtes sociales rapides, la vraie question qui se pose pour une juridiction et pour le ministère public, c'est du déclaratif. Qu'est-ce que vaut la parole d'une personne qui dit « oui, j'ai un travail de 5 heures à ceci », s'il n'y a pas une vérification en même temps. Et donc j'adhère complètement, et j'ai lancé, Madame la Présidente, sur toute la Cour d'appel de Colmar, la possibilité de faire de l'enquête sociale rapide en visioconférence entre les services pénitentiaires d'insertion et de probation et les lieux de garde à vue. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas des visioconférences dans tous les locaux de garde à vue. Et donc, j'ai essayé de lever, je dois le dire. D'ailleurs, du côté de la police, j'avais eu une adhésion. J'ai eu beaucoup d'hésitations du côté de la gendarmerie. Et surtout, ne le dites pas, parce que pour l'instant, la gendarmerie nationale ne veut pas le faire. Ils ont accepté de le faire pour une expérimentation très pragmatique sur le ressort de la Cour dans laquelle je suis actuellement. Deuxième intervention, j'ai une interrogation, moi, sur l'alternative, en fait, pour laquelle le ministère n'a pas encore pris position, de savoir si les enquêtes sociales rapides ou les permanences d'orientation pénale, enfin bref, tout ce que l'on peut appeler, seront sous l'égide du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou si l'on peut décider que ce soit le secteur associatif. Moi, je suis dans un ressort où, pour l'instant, on a un secteur partagé. Enfin bref, et quand je dis, bon, j'aimerais avoir une décision pour savoir exactement ce que l'on fait, on me dit, ben, la décision n'a pas encore été prise par l'administration centrale, ce que je regrette. Je le regrette parce que, moi, j'ai l'interrogation, c'est qu'il faudra de toute façon qu'il y ait une discussion entre, si c'est le secteur associatif, avec l'administration pénitentiaire, parce que c'est bien beau de dire qu'il serait opportun de prononcer telle ou telle mesure, notamment de travail d'intérêt général et autres, mais c'est quel travail d'intérêt général, où peut-on l'exercer, dans quelles conditions, pour que ces affirmations puissent être données à la juridiction. Chez les mineurs, quand on défère quelqu'un, on a le service éducatif auprès du tribunal qui fait ce travail de rapprochement entre le souhait effectivement que la personne ne parte pas forcément en détention et le lieu où on pourra exécuter la mesure alternative que l'on propose. Donc ouais. Je crains que cette rupture entre guillemets entre secteur associatif et administration en charge de l'exécution de la mesure puisse être une difficulté. Mais j'imagine que cela est discuté déjà, d'ores et déjà. Ouais. Je termine simplement, je m'excuse parce que comme il y en a d'autres qui vont vouloir prendre la parole. Alors sur le rôle des avocats, j'avoue entendre ce que vous dites et tout l'intérêt que vous portez aux enquêtes sociales rapides. Je dirais simplement une chose. La première, c'est que, enfin la seule d'ailleurs, c'est que nous sommes dans une procédure inquisitoriale. Et c'est vrai que depuis toujours, finalement, c'est le ministère public qui a pris au départ, enfin le législateur a donné au ministère public le rôle de demander cette enquête sociale rapide. Dans d'autres systèmes, c'est les avocats qui apportent directement les éléments de défense et notamment les éléments de personnalité. Donc nous sommes dans un système où l'État prend la responsabilité de faire cette enquête sociale rapide et dit, voilà, je fais le choix que ce soit le ministère public qui le demande et que ce soit réalisé. Si je dis ça, c'est que je suis très étonné, moi, d'une chose, c'est que j'ai essayé de discuter avec plusieurs barreaux pour que l'avocat qui est en garde à vue soit aussi l'avocat qui soit en comparution immédiate. Parce que dans le temps de la garde à vue, on peut demander précisément, parce qu'il y a des temps de discussion évidemment, on peut demander éventuellement à l'intéressé
des éléments qui pourraient servir pour sa défense devant le tribunal, et pas en rester simplement aux observations sur ce qui se passe en garde à vue, et ce qui est parfaitement légitime, bien évidemment, mais on pourrait commencer précisément à apporter des éléments, à recueillir des éléments, à les vérifier d'ailleurs auprès de la famille, pour qu'au moment où on arrive en comparution immédiate, on ne soit pas simplement, entre guillemets, avec les éléments de l'enquête sociale rapide qui a été faite parfaitement, mais dans un temps extrêmement limité. Et finalement, si j'essaie de mettre de la visioconférence pendant le temps de la garde à vue, j'ai envie de dire, s'il y avait une organisation au niveau des barreaux pour que l'avocat qui va en garde à vue soit aussi l'avocat qui sera à l'audience, je pense que vous gagneriez beaucoup en poids dans la décision même de l'alternative éventuellement à la détention, en tout cas en crédibilité devant la juridiction pénale devant laquelle vous êtes amené à plaider. Ouais, 2 mots, et je laisse la parole après, sur la question de la double compétence du secteur associatif et des services de probation pour les enquêtes rapides. Pour moi, il n'y a pas tellement de sujet, à vrai dire, puisque l'article 41 a maintenu cette double compétence concurrente ou complémentaire, voilà. Je reprends mon terme, complémentaire tout à fait. Donc je pense que c'est vraiment localement des accords qui doivent se trouver dans l'exercice professionnel de chacun. Sur le TIG, je pense qu'on viendra tout à fait à cette solution, parce que j'ai eu une présentation il y a quelques jours de l'agence du TIG qui a déjà commencé à travailler. Et on aura, si ma mémoire est bonne, en septembre 2020, en temps réel, accessible, y compris par les avocats, sur le ressort, les lieux de TIG existants, le type de travail, tout ça sur un site internet auquel j'espère les associations, il faudrait que la fédération s'en occupe, auraient accès, c'est possible, parce que ce sera assez large, hein, y compris les avocats, donc je pense qu'il n'y a pas de raison que les associations n'aient pas accès à ça. Donc on pourra avoir ce type de réponse. Donc je pense qu'on va avancer quand même sur ce sujet-là, petit à petit. Oui, on ne connaîtra pas la place et ce ne sera pas du jour au lendemain, je suis d'accord avec vous. Mais bon, ça quand même permettra d'avancer beaucoup sur l'effectivité du TIG prononcé, même si je suis d'accord que ce n'est pas une décision dans l'heure qui suit comme pour les mineurs. Oui, monsieur le procureur général, pour répondre à votre... c'est vrai qu'on gagnerait en crédibilité, vous avez parfaitement raison. La difficulté, et il faudrait qu'on la dépasse, c'est évident. Mais... vous savez très bien que c'est compliqué pour 2 raisons. C'est que le droit de suite, on est en train de le développer. Quand vous êtes désigné dans le cas d'une garde à vue, on part des principes de désignation commission d'office. Vous êtes désigné dans le cas d'une permanence pénale garde à vue et vous avez la possibilité de suivre prioritairement le dossier dans le cas d'une comparution immédiate, par exemple, puisque c'est la problématique. En réalité, non seulement vous êtes lié aux contraintes d'agenda, mais ça, à la rigueur, on pourrait essayer de passer outre quand il y a l'intérêt supérieur du client, et c'est vous qui décidez en fonction de votre activité. L'autre contrainte, c'est le mode de répartition des commissions d'office, en fait. Donc c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, c'est des problématiques qui ne devraient pas, je vais faire un néologisme qui est très moche, mais prioriser sur l'intérêt supérieur du client. Et croyez-moi, on essaie le plus possible d'éviter ce genre de difficultés. Mais c'est inhérent à l'exercice professionnel et au fonctionnement du barreau. Mais on va essayer d'estomper les choses parce que vous avez raison, c'est quelque chose de fondamental. Monsieur le procureur général, moi je partage entièrement la position qui est la vôtre également, de dire que plus la défense peut avoir de poids et de crédibilité dans le jugement, et notamment par sa prise de position et sa présence aux différents stades de la procédure, mieux c'est pour le justiciable et pour la justice. C'est vrai que la question se pose essentiellement pour le public concerné par les commissions d'office. Pour plusieurs raisons, je ne sais pas si c'est le lieu pour en discuter, mais en tout cas chacun peut l'avoir à l'esprit. Le taux de rétribution extrêmement dérisoire qui est accordé, là je ne parle pas des avocats, je parle parce qu'en miroir, ce sont les justiciables, qui est accordé les justiciables pour avoir une défense au titre de l'aide juridictionnelle et au titre de la mission de service public. C'est-à-dire que l'ensemble des cabinets d'avocats qui vivent essentiellement, et on peut parler également pour ceux qui interviennent à Bobigny, parce que c'est là qu'il y a absolument un taux d'aide juridictionnelle extrêmement important. L'économie de ces cabinets d'avocats est extrêmement dépendante des rétributions au titre de l'aide juridictionnelle, et tout cela est une donnée à prendre en considération. La deuxième chose, c'est que pour ma part, je suis beaucoup plus réservé, mais c'est un débat bien sûr entre nous à l'intérieur du barreau, sur ce qu'on peut appeler le droit de suite, parce que le premier principe, me semble-t-il, c'est d'abord le libre choix du client, et il n'est pas exclu qu'un justiciable, quel qu'il soit, pour des raisons qui lui appartiennent, décide de ne pas avoir le même avocat. D'abord, de ne pas avoir d'avocat en garde à vue, ça arrive aussi, ce qui est un problème
culturelle peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, les avocats interviennent peu en garde à vue par rapport à ce qu'il est possible, parce qu'aussi, ils ne sont pas sollicités en ce sens, et aussi parce que le justiciable peut souhaiter solliciter une autre personne, ou alors parce que sa famille prend l'initiative de solliciter un autre confrère que celui qui a suivi la garde à vue pour intervenir à l'audience. Tout cela sont bien sûr des choses qui font partie de la situation. Maxime, juste, je suis parti, parce que le droit de suite, c'est pas quelque chose de joli pour notre liberté, mais je suis parti de l'hypothèse la plus crédible et le sens de la question de monsieur le procureur général à ce moment-là, c'est-à-dire l'acceptation du client et sa volonté manifestée d'être suivi dans ce cadre-là. Sinon, évidemment, ce que peut dire peut être très mal interprété par le barreau. Non, c'est pas du tout pour contredire, bien sûr, j'avais bien compris ça. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est que ce soit l'enquête sociale rapide ou alors les autres outils à notre disposition dans le Code de procédure pénale, le ministère de la Justice sait d'ailleurs le dire au Conseil national des barreaux lorsqu'il y a des réformes, c'est vrai que c'est à nous d'en prendre possession. Est-ce qu'il est totalement exclu d'ailleurs? Je pose la question, mais peut-être c'est le matin, et je dis des bêtises, mais est-ce qu'il est exclu dans le cadre, c'est un peu plus technique pour nous, mais de l'article 388-5 du Code de procédure pénale qui permet avant le procès ou même pendant, pas forcément une limite, de solliciter des actes complémentaires? Est-ce que les avocats ne peuvent pas dire à ce moment-là, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas demander dans le cadre d'un renvoi une enquête plus approfondie encore que celle qui a déjà été faite, ou alors une enquête tout court si elle n'a pas été faite? Ce sont des vraies questions. En tout cas, je pense que c'est à la défense de faire ce travail de préparation de la peine, déjà pour expliquer tout cela. On a un rôle d'information qui est absolument essentiel vis-à-vis des justiciables, nous aussi, pour leur expliquer les différentes modalités selon lesquelles ils pourraient être condamnés si une décision de condamnation devait être prise, et puis de ratisser, comme vous, l'ensemble de ces questions sur l'hébergement, l'emploi et apporter des éléments. Merci.